Entre nous, l'histoire du Très Carré, un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlesbourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à entrer dans la cuisine et à humer cette bonne odeur de pain, de tourtière ou alors de tarte au sucre fraîchement sortie du four. Ça sent si bon! Vous l'avez compris? Pour le dernier épisode de la saison, on va parler de bouffe. Le beurre, il descendait dans la cave à la fraîche parce qu'on n'avait pas de réfrigérateur. Les ménagères vont apprendre à cuisiner. La carotte, le chou, la citrouille aussi, le concombre, les fèves, les haricots, la laitue, les navets blancs, les poireaux et les pois. Pendant le carême, il y avait 3 jours de jeûne, donc il y avait le vendredi toute l'année, mais pas ça. Pendant le carême, il y avait le mercredi et le samedi qui s'ajoutaient. Puis dans l'année, il y avait aussi la Pentecôte, tout ça, donc il y avait des jours de jeûne où on devait manger du poisson. Elle descendait les pots, fait que tout le monde la surnommait la baguette. Le Très Carré possède une histoire riche, un patrimoine unique. Dans les derniers épisodes, je vous ai parlé du patrimoine urbain, architectural, culturel et religieux. Nous avons également abordé l'aspect du patrimoine immatériel en discutant de sujets divers comme les arts textiles, les loisirs et les célébrations. Ce patrimoine vivant est remarquable et florissant. Les traditions perdurent, évoluent avec les époques et s'adaptent sans cesse. Par exemple, la tradition du temps des sucres est reconnue par le gouvernement du Québec à titre de patrimoine immatériel. La notion de patrimoine immatériel peut donc inclure les différentes pratiques culinaires. Parler de cuisine, cette activité du quotidien peut sembler banale, mais elle est en réalité cruciale d'un point de vue historique et patrimonial. La cuisine nous renseigne sur la vitalité d'une communauté, son savoir-faire, sa débrouillardise ainsi que sa créativité. Certaines pratiques ont changé avec le temps, comme les quantités de gras ou de pain contenues dans un repas. Et les préoccupations alimentaires sont différentes de l'époque de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, la cuisine est un espace qui correspond au goût du jour et aux tendances les plus branchées du design. On y trouve des équipements et des ustensiles qui nous facilitent grandement la tâche. En quelques siècles, le menu est passé d'un bouilli, mijoté pendant plusieurs heures à même le feu de la cheminée, à une pizza réchauffée au four micro-ondes en 2 minutes. Les deux sont tout à fait excellents, ce n'est pas ici la question. Mais cela démontre une transformation de notre façon d'apprêter les mets. La diffusion des recettes a elle aussi eu droit à toute une évolution, partant d'une transmission presque exclusivement orale, de mère en fille, à un répertoire infini de recettes sur le web. Et malgré tout cela, les traditions se perpétuent. Par exemple, aujourd'hui encore, les cercles de fermières contribuent à faire vivre la culture alimentaire d'ici. Dans le Très Carré, la cuisine d'autrefois demeure présente dans la mémoire des gens. Pour ce 10e épisode, je vais laisser la parole à Marthe Morin et Jean Doiron. Ils se souviennent entre autres du passage du laitier dans le quartier, de la visite chez le boulanger et des commandes à l'épicerie. On les écoute. Moi, je me souviens que nous autres, on mettait, c'était des pintes de lait, là, des pintes. On mettait les pintes dehors, puis là, le laitier passait, il mettait là. Puis là, quand il faisait froid l'hiver, le bouchon levait. C'était un bouchon de carton, puis il y avait que ça de glace sur le... Ça, je me rappelle de ça. Puis que c'est ça, l'hiver, là, la crème se ramassait toute gelée sur le dessus. Ah oui. C'était des pintes en vitre, mais il venait, puis il rentrait avec son bidon, puis il remplissait les pintes. On avait un boulanger, Genet, qui passait on n'achetait jamais de pain à l'épicerie. Non, c'était toujours des boulangers qui passait. Hier, il n'y avait pas de grosses épiceries, là. Il y avait 2-3 épiceries, là, dans le coin, il y en avait. Les épiceries, ça marchait par téléphone, là. Le monde appelait pour donner le commande, puis... quand on est revenu dans le Très Carré, la baguette existait encore. Ouais. Elle existait encore, sa première avenue. Oui, j'y allais avec les enfants. J'emmenais, puis j'y allais. Ça, la baguette. Elle vendait des bonbons. Ah oui. C'est pour ça qu'ils l'appelaient baguette. Parce qu'elle prenait un grand manche, une grande baguette avec comme des pinces, puis elle allait chercher les pots. Elle descendait les pots. Fait que tout le monde la surnommait la baguette. Ben, nous autres, on achetait avec des bonbons. Ça va avec des bonbons, je pense. Ben, on voyait juste les bonbons. On voyait avec les bonbons. Alors qu'on avait, là, s'il y avait d'autres choses, là. Alors qu'on avait, là, on n'a pas remarqué s'il y avait d'autres choses. Hein? Moi, je me rappelle, en tout cas, pâté chinois. Du bœuf, du veau, des bouillis, dans le temps du bouilli. Oui. Le temps des fêtes, ben, c'était des beignes, des pâtés à viande, puis... Oui. Ah oui, ça... La dinde. La dinde. Moi, c'était le pâté chinois. J'aimais ça. Moi, ma mère, elle faisait un pâté avec du hachis.
puis des pâtes. Le matin, un rang de pâtes, un rang d'hachis, un rang de pâtes, un rang d'hachis, puis une pâte dessus. Ça, quand elle faisait ça, là, j'aimais ça. Là, j'avais faim. Non, ben, sa sauce aux fèves, elle était bonne aussi. On n'a pas On a recette. pas recette, mais elle faisait des bons potés à viande aussi. Du blanc-manche, c'était le dessert. Du blanc-manche, c'est du lait bouilli. Quand on met un peu de cornestache pour Ouais, épaissir, ça puis on prend met ça au à pain, là. frigidaire. Puis Puis c'est ça bon, faut... Oui, c'est pas du sucre, parce que c'est du lait, puis épaissir un peu. C'est comme une sauce blanche, mais pris là avec du sucre, là, puis on met ça dans le frigidaire. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Un On peu mangeait ça d'essence. avec des biscuits Oui, secs. avec l'essence de vanille, là. Puis c'est vrai, c'est un bon dessert du blanc-manche. Après ça, elle faisait des tartes. Ouais. Des tartes aux pommes, elle faisait Oui. des tartes aux bleuets, aux Tarte au raisins, raisin, à farlouche, autrement à dit. farlouche. C'était le fun de manger dans ce temps-là. Bonbons, hachis, soupe, pâté, biscuits, tartes, tout ça donne faim, n'est-ce pas? Et que dire du plaisir de manger les bonnes recettes de sa maman? On le ressent très bien en écoutant Marthe et Jean nous confier leurs souvenirs. Probablement tout comme vous, ils se souviennent de nombreux plats typiques de leur jeunesse et de la bonne odeur qui se dégage dans la maisonnée. On pouvait les déguster au Trécarré et aussi ailleurs dans la province. Il y a bien sûr des spécialités dans chaque région, mais souvent les repas partagés aux tables québécoises se ressemblent, donnant une saveur particulière à la cuisine d'ici. Et pour aborder ce vaste sujet, je reçois aujourd'hui une spécialiste des incontournables de l'alimentation de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. Audrey-Anne Tremblay est invitée en qualité de médiatrice culturelle de la Grande Ferme, une institution muséale agréée située à Saint-Joachim sur la côte de Beaupré. Bonjour Audrey-Anne. Bonjour Delphine. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Au niveau de l'alimentation, en Nouvelle-France, quels sont les aliments qui se trouvaient sur la table? Première chose, souvent, qu'est-ce qu'on dit des paysans en Nouvelle-France, c'est que l'alimentation n'était pas diversifiée. Mais c'est tout le contraire, considérant que, par exemple, il y avait un jardin, potager, tout ça, et qu'il y avait une grande variété, notamment de légumes. Notamment la carotte, autant blanche, rouge, le chou, la citrouille aussi, que les ménagères vont apprendre à cuisiner, le concombre, les fèves, les haricots, la laitue, les navets blancs, les poireaux et les pois. On va retrouver aussi dans les jardins des légumes un peu moins connus aujourd'hui, surtout des légumes racines comme pourbier, rabioles, salsifis ou encore le topinambour. On retrouve aussi tout ce qui est les fines herbes, les condiments, notamment l'ail, le cerfeuil, ciboulette, marjolaine, moutarde, bref. On voit qu'il y a quand même une grande variété. Il y a aussi l'échalote, le poireau et l'oignon aussi, particulièrement l'oignon rouge. Et petite anecdote sur l'oignon, c'est que les paysans à l'époque, en fait, en mangeaient tellement que c'était devenu caractéristique. On les reconnaissait par leur haleine. C'est Perkam, un voyageur suédois, qui a noté le tout dans ses écrits. Assez cocasse, et effectivement, l'oignon, un couple en Nouvelle-France en consommait jusqu'à peu près 400 par année. C'est énorme, c'est énorme. 400 oignons par année. Donc, Ouais. Une belle diversité à table. Oui, au niveau des légumes. En fait, il y a deux autres aussi aliments qui sont assez caractéristiques en Nouvelle-France. C'est le pot-au-feu. Le principe, c'est de suspendre une marmite de fonte à la crémaillère au-dessus du feu et de laisser mijoter le tout pendant quelques heures. C'est un plat qui tire ses origines du Moyen-Âge français, qui a traversé l'Atlantique jusqu'ici. Et aujourd'hui, en fait, c'est davantage connu comme le bouilli, qui est l'ancêtre du pot-au-feu. Il y avait plusieurs versions aussi, dépendamment des saisons. Le bouilli d'hiver, on y mettait des légumes qui étaient plus résistants au froid, notamment panais, rutabaga, les poireaux, parfois du chou et aussi sarriette et thym. Bref, on y mettait toutes sortes de choses. Et il y a un élément aussi c'est un incontournable, c'est le pain. Le pain, on le consomme à peu près à tout moment, autant au déjeuner avec de l'eau de vie qu'au dîner avec la soupe et souper avec, par exemple, le pot-au-feu. À l'époque, par habitant, la consommation de pain est de 2 livres de pain par jour. Donc, l'équivalent aujourd'hui, là, on s'est amusé à faire la conversion, c'est environ 1 pain pomme et demi ou 12 bagels par jour, par personne. Effectivement, ça fait beaucoup de pain. Donc, quand on imagine une famille avec 2 adultes, une dizaine d'enfants, ça fait beaucoup de pain tranché à table par jour. Les aliments que tu viens de nommer, est-ce que ce sont des aliments importés ou des aliments indigènes? Est-ce qu'il y a les deux?
En fait, c'est pas mal les deux, mais c'est surtout des légumes qu'on va importer notamment, parce qu'il y a certaines variétés qu'on retrouvera pas ici. Petite parenthèse aussi, il faut le dire, quand les colons sont arrivés, mais c'est sûr qu'ils ont rencontré aussi les tribus autochtones, les populations autochtones, et eux, par exemple, bon, il y avait tout ce qui était le maïs, les courges, haricots, la fameuse triade des trois sœurs. Donc c'est sûr que oui, les colons vont cultiver, vont l'intégrer, mais pas totalement. Donc, c'est un peu un calque pour le colon français. Quand il arrive ici, on va vraiment conserver les habitudes françaises. C'est essentiellement des légumes qu'on va apporter de la France, notamment. Puis, pour les variétés plus locales, c'est un peu plus difficile à dire. Il y a peut-être au niveau plus des fruits, par exemple, des pommes, tout ça, des pruniers, mais... Est-ce que les plats varient en fonction des saisons? Oui, effectivement, ça dépend vraiment des saisons. Encore une fois, en Nouvelle-France, ça dépend vraiment. Il y a des légumes qui ont une très bonne résistance au froid, notamment le chou, qu'on peut récolter même après les premières neiges. Il y a une question aussi de conservation, il y a une question que les légumes aussi, quand ils sont prêts, c'est plus à la fin de l'été ou au courant de l'été. Donc, les produits sont plus frais aussi, on mange un peu plus léger. Et une fois que l'hiver arrive, ben, c'est des repas aussi qui sont un peu plus consistants. C'est là aussi qu'on fait boucherie, donc on va avoir la viande pour toute l'année. On va parler conservation et entreposage. Alors, quelles étaient les principales méthodes de conservation et d'entreposage des aliments en Nouvelle-France? Oui, ben en fait, qu'est-ce qu'on va utiliser surtout? Au départ, ça va être les caveaux à légumes. Les caveaux à légumes, c'est une adaptation qu'on a fait de ce que faisaient les Autochtones. Les Autochtones faisaient sensiblement la même chose. Un caveau à légumes, essentiellement, c'est une installation extérieure. Ça se trouve souvent dans un abri frais. La température est de 4 degrés Celsius, été comme hiver. Donc, la conservation est très bonne, autant pour tout ce qui est les viandes que les légumes. Mais on entreposait le tout dans des pots en grès, des contenants un peu plus épais aussi. Donc, ça permettait de conserver le tout. Et il y a certains aliments même qu'on pouvait mettre directement dans le sol, notamment les pommes de terre. Au départ, on salait beaucoup. Donc, on mettait beaucoup de sel pour préserver le plus longtemps possible les pièces. Vraiment, la viande comme telle. C'est vraiment les principaux moyens de conservation qu'on utilisait. Au XXe siècle, il existe plusieurs méthodes pour conserver les aliments à la maison. Au Trécarré particulièrement, on a Thérèse et Philippe Lefebvre qui sont frères et sœurs et qui nous parlent de leur expérience. Il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de réfrigérateur. Ça fait qu'il fallait conserver, comme le beurre, beaucoup de sel. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de là-dedans. Je pense qu'il y avait beaucoup de graisse là-dedans, mais c'était un gras, puis si gros sel, puis tu sais, c'était brun. Le beurre n'était pas pasteurisé dans le temps. Il n'était pas pasteurisé, il n'était pas homogénéisé. Le laitier passait par la maison, puis il me disait, aujourd'hui, tant de pintes de lait. Il passait tous les jours, sauf à Noël. Là, il fallait en prendre 2 fois, parce que le Noël, il passait pas 2-3 jours dans l'année, comme ça, des fêtes spéciales. Là. Alors là, il nous donnait le double de lait parce qu'il ne passait pas la journée de la fête de Noël, le jour de l'an ou de Pâques. Il y avait toujours un collat de crème. La crème montait à la surface. On le brassait, mais... Et ma mère la passait avant nous autres. Ça fait qu'elle ramassait la crème pour faire du sucre à crème pour aller extérieur, mais nous autres, on le voyait jamais. Le lait, dans ce temps-là, il prenait le même chemin que le beurre. Il descendait dans la cave à la fraîche, parce qu'on n'avait pas de réfrigérateur. On mettait ça dans la cave, on avait une chaude, genre de grès, là. Dans la cave, on mettait le beurre dans ça, gardait à la fraîche. Avec de l'eau, dans l'eau. On plongeait ça dans la cave, puis que ça restait à la fraîche. On mettait le beurre dans l'eau, dans une genre de grès avec de l'eau froide. On a eu un réfrigérateur en 1951. Avant, il n'avait pas la glace, là. Avant, c'était des glacières. L'hiver, puis surtout au printemps, on voyait les cultivateurs qui passaient en avant de la maison chez nous, très carrés, puis ils allaient à Beauport. Puis là, ils coupaient la glace sur le fleuve. Ils transportaient ça sur des sleds à bâtons et des chevaux, là, 3 gros cubes de glace. 2 gros, puis un autre par-dessus, avec une poche de foin, puis le cultivateur s'assoyait dessus, puis il montait ça avant le quartier, dans des... entrepôts. Des entrepôts réfrigérés. Ben, avec du brentis, brentis, ça gardait le pour froid. garder à la fraîche, là. Puis il repassait au printemps, mais tous ces blocs-là qui étaient 3 pieds par 3 pieds par 3 pieds, là,
il coupait ça en morceaux, puis avec des pinces, il rentrait ça pour que ça rentre dans les glacières, dans les maisons. C'est à 25 cents, notre bloc de glace. Ça durait une semaine. Il repassait une semaine après avec un autre chargement de glace. Puis, mais il y avait ses clients, puis nous autres, on avait notre fournisseur, qui était toujours le même. Puis il savait que la glacière, selon la grandeur, puis le nombre de familles, ben des fois, plus t'ouvres, plus la chaleur rentre, plus vite ça fond. Ça fait qu'il connaissait la grosseur. Puis d'autres, on en profitait quand tu passais, quand tu coupais, il y avait toujours des tessons de glace qui tombaient à côté, on prenait pour les sucer. Puis ça nous rafraîchissait. Pour l'hiver, on allait entreposer les patates, les carottes, les choux-de-yam chez ma grand-mère sur la première avenue, parce que la cave de la maison chez nous était trop chaude. C'est en pierre, c'est une vieille maison en pierre, pierre sur pierre. La cave était fraîche. Des casiers, là. Chaque famille avait son casier dans la cave. On allait chercher nos légumes. Bon. Dans notre casier à nous autres. Le voisin, c'était l'autre oncle, puis qui venait. Mais il faut dire que mon père, au printemps, il achetait une 50aine de poulets, qu'il gardait ça dans le garage, avec un petit poêle à l'huile. Il les engraissait tout l'hiver. Puis à l'automne, il les tuait, puis il les entreposait dans un réfrigérateur à Québec. Quand mon père avait besoin d'un poulet pour le souper, pour le lendemain, elle disait, tu montres un poulet, ça fait qu'il passait au réfrigérateur, il allait chercher un poulet, il le montait à Charlebourg. Et on fait des conserves de poulet aussi. Tout le monde participait, les gars travaillaient, là, puis ça la sertisseuse à main, là, pour faire du poulet en boîte, là. On se débrouillait avec pas grand-chose. On n'avait pas grand-chose. Mon père travaillait, mais on avait 9 enfants, en tout cas. Ben, on avait du poulet, parce qu'on avait des poules puis des poulets. Parce qu'à part de ça, la nourriture, les journées, surtout dans le carême. Quand c'était le carême, là, ça me maigre jeûne 3 jours de temps. Là, alors, c'était des sauces blanches aux œufs, des sauces blanches aux légumes, des sauces blanches aux fèves, avec des patates, un peu de carottes, des ragoûts surtout, c'était bon. Le vendredi, c'était toujours le poisson en boîte. Des fois, on avait la chance d'avoir des truites. Il y en a qui allaient pêcher il y en a qui venaient au moulin, là, venaient pêcher, me apporter la truite. Mon oncle Gérard Lefebvre qui a pêché dans l'étang de belle truite, il l'avait apporté. Tu sais, j'ai pêché ça au moulin. Des fois, on avait la chance de manger une crème glacée dans le temps, Rosaire Bédard. Chez Raymond Bédard, c'était notre ancien laitier. Il nous donnait, lui, des fois, de la crème puis du lait. Il avait enlevé la crème pour la vendre, puis il nous donnait du lait. C'est pour ça qu'on faisait tant les sauces blanches. C'était peut-être pas très riche, là, mais sauce blanche assis, sauce blanche assis. Il me donnait ça gratuitement. Il dit une sauce blanche aux œufs, une sauce blanche aux fèves, une sauce blanche assis. C'est souvent ça, les sauces blanches qui revenaient. Souvent. C'est du gruau le matin, des toasts. Puis l'heure du dîner, il y avait toujours un jardin qui était là. Des œufs, peut-être des omelettes, parce qu'il y avait quand on avait des poulets. Il y avait le poulailler qui était là. Avec des ragoûts, des pâtés chinois, l'Afrique cassée, comme on appelait, là, des pommes de terre, beaucoup d'oignons, là. Puis même, des fois, il faisait, Madame Lehoux faisait venir une grosse brioche, puis tiens, reste, regarde, on a une bonne brioche avec des raisins, ça fait que on mangeait un pique-nique assis dans la cour. J'aime bien les brioches. Aller chez M. Lehoux, on avait des pommes, on avait le droit de ramasser des pommes chez M. Lehoux. Même, on avait 2 pommiers, puis on faisait aussi à l'automne la pomme. Alors là, les gens épluchaient autour de la table. Samedi, les journées du congé, là, le monde était autour de la table pour préparer des pommes. Mon père achetait des balances, des caisses de poire ou de pêche. Puis là, la famille autour, puis on faisait des conserves. Faire cuire les ouettes, mettre les couvercles, la sertisseuse, puis tout ça. Là, il faisait dans l'eau bouillante, là, pour l'eau froide, pour la faire refroidir. Si vous voulez des bulles d'air, ça veut dire que ta mêle salée. Fallait l'ouvrir, recouper la boîte, la reborder, remettre un autre couvert neuf, puis ressertiser. Fermer le couvercle avec ouais. Oh wow! Ben, c'est vraiment un bel extrait, je trouve. Ça dit pas mal tout, hein, en termes de conservation. Puis ça m'a frappé un peu quand il a parlé notamment un peu des pots en grès, hein, fait qu'on voit qu'effectivement, on l'utilise depuis, Nouvelle-France, mais jusqu'à tout récemment aussi. Oui, parce qu'il mentionne que c'est en 1951 qu'ils ont eu un frigo. C'est donc, ça, on comprend que les exactement. techniques d'entreposage des aliments dans les sous-sols, dans les glacières, le cube de glace, c'est quand même utilisé jusqu'à très récemment. Jusqu'à très récemment, ouais, effectivement. Puis il y a aussi ce qui m'a marqué par rapport au beurre. C'est sûr que le beurre qu'on faisait aussi à l'époque, c'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui de façon industrielle. On pouvait le faire chez soi, on le barattait notamment, dépendamment de la grosseur de la baratte aussi, ça prenait un certain temps. Ça pouvait prendre 40-45 minutes. Le goût aussi diffère, l'apparence, puis c'est sûr qu'en termes de conservation, je suis pas surprise quand on dit qu'il y avait beaucoup de sel.
Ouais. D'autres témoignages reçus nous renseignent sur la préparation de conserves maison ou même d'autres techniques de conservation. On va écouter Gérard Cloutier qui nous raconte son expérience et ce qu'il a vécu. Quand il arrivait les légumes, il ramassait des petits cornichons à l'automne, à l'été, des petits cocombes. Les petits, là. Les gros, ça, ils avaient vendu au marché ou ailleurs. Mais les petits, ils les gardaient, puis ils les mettaient dans de la saumure pour faire des cornichons. Puis là, l'hiver, ils les sortaient. Ils avaient mis d'un baril de bois, là, avec du sel. Un rang de cornichons, un rang de sel, du gros sel, là, un autre rang, puis ils montaient ça comme ça. C'est la même chose pour le lard salé. Ils faisaient du lard salé, puis c'était ça. Ils mettaient le lard salé, un rang de sel. Lard salé, un rang de sel. Puis quand ils sortaient, ils les mettaient dans l'eau pour les faire sortir le sel de dedans. Les petits cornichons, c'était pareil. Puis là, ben, ils les mettaient dans le vinaigre, puis c'était ça qu'on avait. C'était ça. Dans ce temps-là, c'était ça. À part de ça, ben, ils faisaient les betteraves aussi. Ils mettaient dans le vinaigre, ils coupaient, puis ils faisaient cuire, puis ils mettaient en conserve. Ça, c'était en conserve. Puis ils mettaient du lard en conserve aussi. Coupait des morceaux de lard quand il l'avait, là, puis tout par carreaux. Et puis, il mettait ça dans des pots de vitre avec un couvert maçon. Vous savez, là? Bon. Un coup qu'il était plein avec tout le sel qu'il y avait dedans, puis je sais pas trop quoi, il les mettait dans l'eau, sur le poêle, pour les faire chauffer, pour la faire cuire, la viande. Puis là, il sortait les pots, après je sais pas combien de temps, et puis là, les pots, ils scilaient. Vous comprenez? Le pot était chaud, là, ça fait dire refroidissait, puis là, il attendait le bruit du couvert. Là, ça veut dire que là, il était étanche. Il finissait de serrer le bouchon, le couvert. De serrer, il sortait ça à l'été, il sortait ça à l'automne, il sortait ça au printemps. La viande était comme il venait de la mettre dedans. Il faisait beaucoup de canage pour l'hiver. C'est ma mère qui faisait ça. Ah ouais, elle a travaillé beaucoup, ma mère. Et puis, des fois, mon père, il aidait quand il y avait un peu de lousse, il pouvait en préparer. Le coupage de viande, les morceaux, là, ça, c'était mon père qui faisait ça. Mais c'est ma mère qui les mettait dans les pots, puis il faisait chauffer sur le poêle dans de l'eau. C'est le même qui cuisait, puis après ça, là, il se fermait, c'était scellé. Il mettait ça dans le sous-sol, il appelait ça, dans ce temps-là, c'était une cave, il appelait ça, il mettait ça là. Puis, de temps en temps, il allait en chercher un pot, ou, en tout cas, pour manger. Ah ouais, c'était très bon. C'était comme la viande qu'il venait de préparer. Pareil. Ah oui. Ça, c'était... Ah oui, les conserves, ils ont fait ça souvent. Oui. Dans ce temps-là, c'était ça. Et puis, en tout cas, aller à l'épicerie. Il allait pour acheter comme, je sais pas trop quoi, là, il fallait qu'il achète le pain. Il faisait pas le pain, non. Moi, j'ai pas vu faire le pain chez nous. Il achetait le pain, il achetait les biscuits, il appelait des biscuits soda, le sucre, du sirop, la melasse. C'est toutes des affaires que là, il fallait qu'il se procure de ça à l'épicerie, ça. Ah oui, il allait en acheter des affaires à l'épicerie. Mais tout ce que c'est qu'il pouvait avoir avec la ferme, il le prenait. Je pouvais sauver, il n'y avait pas les moyens comme aujourd'hui, là. Dans ce temps-là, ben, quand il y avait quelques scènes, il faisait attention. Même, il faisait le beurre. La crème, les vaches, là. Bon, ben, quand il avait fini de ramasser le lait, là, puis qu'il n'avait un surplus, il l'écrémait. Un centrifuge. Il écrémait le lait, ça faisait de la crème. Puis là, cette crème-là, là, il faisait du beurre avec ça. C'est le gros du lait, hein. Il brossait ça, il y avait une baratte à beurre. C'est ça, il se faisait du beurre dans ce temps-là. Il faisait le beurre, ben oui. Dans ce temps-là, c'était tout de même. Alors Gérard Cloutier nous raconte son expérience, la fabrication de conserves, l'entreposage dans le gros sel, dans le vinaigre. Est-ce des pratiques efficaces pour la conservation des aliments? Puis est-ce que c'est encore utilisé aujourd'hui? Ben en fait, oui, ça doit être efficace parce que c'est drôle, on utilise encore les mêmes procédés à la grande ferme, donc tout ce qui est des produits en conserve notamment, on l'a entendu, les concombres satinés, les betteraves, ketchup aux fruits, donc ça se conserve très longtemps. C'est qu'une fois ouvert, ben c'est différent, il faut le mettre au réfrigérateur, mais sinon ça peut rester longtemps sur les tablettes, ouais. Alors, des débuts de la colonie, on a parlé de 1608 tout à l'heure, jusqu'au XXe siècle, les habitudes alimentaires se modifient. Quelles ont été les plus grandes transformations? Si on prend au début de la colonie en Nouvelle-France, encore là, ça va être surtout une question de hiérarchie. Par exemple, ceux qui vont être les plus haut placés vont forcément copier, disons, ce qu'on faisait à la cour royale, à la cour française. Donc, à ce moment-là, l'alimentation reste sensiblement la même en campagne.
Donc, dépendamment de notre statut, en Nouvelle-France, on mange pas forcément la même chose. Puis, quand va arriver la conquête, 1759, le régime britannique, tout ça, avec les Anglais arrive aussi avec eux un peu leur habitude alimentaire, notamment la fameuse pomme de terre, ce qui est assez caractéristique. Mais ça va prendre un certain temps, en fait, avant que les colons l'intègrent davantage dans leur habitude, dans leur alimentation. Au début des années 1800, là, on va vraiment l'intégrer davantage et on va voir aussi un inversement au niveau de l'agriculture, de la production. On produit beaucoup moins de pain et on produit davantage de pommes de terre. Il va y avoir le thé aussi, le thé qui arrive avec les Anglais. Également le sucre. Les Français, au départ, pouvaient consommer, c'était 1,25 kg de sucre annuellement. Les Britanniques, c'est 5 fois plus. Donc, on se trouve à 7 kilos. Dans les années 1900, là, beaucoup, un repas qui revient souvent, c'est la soupe. La soupe, on en mange à peu près à toute occasion. Au niveau de l'affirmation de l'identité culinaire canadienne-française, ça va se faire surtout au cours du 20e siècle, mais même un peu avant, avec les premiers livres de recettes qui vont sortir dans les années 1850, 1860, avec notamment la cuisine raisonnée, cuisinière canadienne-française, bref. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va s'affirmer davantage et aussi, on va connaître vraiment des métissage, on peut dire, une influence de nos voisins américains. Et on peut dire aussi que suite à après le 20e siècle, à partir aussi de l'Expo 67, mais là, c'est vraiment un autre virage, si on peut dire. Quand on regarde un peu l'histoire alimentaire au Québec, ça se fait un peu par succession. C'est sur une centaine d'années qui correspond plus ou moins à 3 ou 4 générations. Donc, voilà. On va parler de festivités maintenant, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté des repas de fête. Alors, lors des événements festifs comme Noël ou Pâques, les repas sont souvent au cœur des festivités. Est-ce qu'il y a des mets ou des aliments qui sont associés à certaines fêtes plutôt que d'autres? Oui, ben en fait, il y a plusieurs repas. Il y a vraiment des incontournables pour les fêtes, notamment Noël, le jour de l'an. Il faut penser à la fameuse tourtière. C'est un repas qui est arrivé par les colons français, donc ça nous a suivis et même que on faisait de tels pâtés même avant, donc les origines sont très très lointaines. Pas de la tourtière comme telle, mais plus du pâté, si on peut dire. Donc lorsque les Français, en fait, c'est ça, ils ont colonisé, ce qui est maintenant le Québec, on s'est mis à cuisiner des pâtés à la maison. Comme on abattait le porc, le veau, la volaille au début de décembre, on faisait les pâtés avec ces viandes-là pour le temps des fêtes, puis éventuellement, comme je le disais, les pommes de terre vont être intégrées, d'où un peu l'arrivée de la tourtière. Et aussi la tourtière, oui, il y a le mot tourte. C'est un oiseau qu'on retrouvait beaucoup au début, quand les colons sont arrivés. En fait, c'est pas tant les colons que, on va dire, la bourgeoisie qui en raffolait. C'était un petit oiseau, un peu plus petit que le pigeon. Et c'était tellement apprécié que 350 ans après l'arrivée des premiers colons, la tourte va s'éteindre totalement. Mais au départ, on en retrouvait en quantité. On va en mettre à ce moment-là dans la tourtière, mais aujourd'hui, ça se trouve encore sur les tables, la tourtière, donc avec bœuf, porc, tout ça. Et un autre repas aussi qu'on retrouve, c'est la dinde. Avant que la dinde arrive ici ou qu'on se mette à l'exploiter davantage, c'était surtout l'oie. Éventuellement, dans le fond, les Américains vont consommer davantage de dinde. On va se mettre à produire notamment la dinde pour satisfaire la demande et éventuellement, ça va être vraiment intégré à la table des Québécois. Et pour compenser, parce que on avait une volaille qui était plus salée, puis on allait chercher un côté plus sucré avec la gelée de canneberge, et c'est pas une nouveauté d'accompagner la viande comme ça, on le faisait déjà au Moyen Âge. Mais bref, ça va faire partie de notre alimentation. Un petit peu plus tard, ça va être plus dans les années 1900 qu'on va l'intégrer parce qu'on va être encore une fois fortement influencé par nos voisins américains. Et enfin, le gâteau aux fruits. C'est pas mal un incontournable aussi durant le temps des fêtes. Plusieurs personnes nous ont confié que les vendredis étaient des jours de jeûne, tout comme le carême. Alors, Monsieur René Cloutier nous raconte son expérience, on va l'écouter. Mon père a rédigé son journal de 1936 à 1946 et par hasard, je l'ai trouvé.
Et j'ai remarqué la quantité de repas qui étaient offerts à la maison. Les gens s'invitaient, en fait. Ils s'arrangeaient, ils arrivaient à la maison à 4 heures l'après-midi. Ça voulait dire, bon, on s'en vient manger. Et puis, il y avait toujours de la nourriture. Tout le temps. Et pour nourrir, écoutez, c'est pas 2-3 personnes. C'était pour nourrir 8-10 personnes. J'ai été frappé par ça dans son journal. C'était presque à toutes les semaines. C'était normal. C'était comme ça. Et ma mère cuisinait très, très bien. C'était une nourriture variée. C'était pas, donc, recherché, mais ça avait beaucoup de goût. C'était frais. Alors, on mangeait, bien sûr, du poulet, on mangeait du bœuf, on mangeait du porc, évidemment. Son jambon était tellement bon. C'était du vrai jambon, là. Mais je n'ai jamais retrouvé le goût du jambon que ma mère faisait. J'ai découvert la pizza en 1967 à l'Expo de Montréal. J'avais jamais vu une pizza de ma vie. Pendant le carême, il y avait 3 jours de jeûne, donc il y avait le vendredi toute l'année, mais pas ça. Pendant le carême, il y avait le mercredi et le samedi qui s'ajoutaient. Puis dans l'année, il y avait aussi les vigiles de certaines fêtes, la Pentecôte, tout ça, donc il y avait des jours de jeûne où on devait manger du poisson. Bon, moi, ça me fait rire quand les gens parlent du carême du poisson. J'adore le poisson. Moi, je n'ai jamais fait de pénitence en mangeant du poisson. Alors, le vendredi, c'était le poisson. Ma mère faisait très, très bien la cuisson des poissons. Alors, son poisson était très bon. Moi, je me régalais. Est-ce que le fait de jeûner le vendredi en mangeant du poisson était une pratique courante dans le Québec du 20e siècle? Donc, on parle des années 1930, 1940, 1950. Oui, effectivement, c'était une pratique courante. Pour le carême, ça commence le mercredi des cendres, en février ou en mars, et ça se déroule jusqu'à la veille de Pâques. C'est 40 jours où les gens font pénitence. Ça va faire partie des habitudes, si on peut dire, ou du calendrier, mais les gens le faisaient, l'intégraient énormément, donc on faisait pénitence. Les hommes, par exemple, ne fumaient pas, on ne buvait pas. Pour les enfants, par exemple, on se privait, on mangeait pas de sucreries, de bonbons, bref. C'est sûr que le carême traditionnel, les 40 jours, on va le délaisser tranquillement, mais on va conserver certaines journées où ce qu'on va consommer que du poisson, notamment. Et effectivement, le poisson, ça va devenir un peu le symbole comme tel du carême. Donc, dépendamment des époques, qu'est-ce qu'on retrouve aussi sur les tables au Québec? On consomme de l'anguille, du hareng, de la morue, puis autre que le poisson aussi, parce que oui, on mange du poisson, mais on mange autre chose. On a le pain sec, galette au sarrasin, les œufs, les crèmes aussi, les pommes de terre, de la soupe aux pois et le blé d'Inde. Donc, c'est ce qu'on pouvait consommer notamment durant le carême. Des fois, on coupait un peu le carême parce qu'il y a dans certaines régions aussi où ce qu'on fête la mi-carême. Donc, c'est un moment de festivité où ce qu'on mangeait aussi des plus gros repas, on se déguisait, bref. Mais ça se faisait encore jusqu'à tout récemment, mais c'était beaucoup plus souple comparativement à ce qu'on pouvait retrouver au départ. Et au niveau des aliments sucrés, est-ce qu'il y a des favoris, des incontournables? Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des incontournables. Je pense que ça va de soi avec aussi les repas traditionnels, par exemple durant le temps des fêtes, durant certaines fêtes aussi. Notamment, la tarte au sucre. Dès les débuts de la colonie, ça va être la tarte au beurre, qui éventuellement, ça va être la tarte au sucre aujourd'hui. Donc, c'est pas mal un incontournable en termes de sucré. Puis même en termes de, par exemple, les cabanes à sucre. Tous les repas cabanes à sucre aussi, notamment le sirop d'érable, le sucre d'érable, tout ça. Donc, dès, en fait, l'arrivée des colons, on va quand même cultiver puis on va recueillir l'eau d'érable. Les Autochtones le faisaient. Mais ceci dit, dans le fond, ça va être les colons qui vont s'approprier puis qui vont développer davantage. Et ce qui est particulier aussi, c'est que la cabane à sucre coïncide aussi au moment avec le carême. Donc, parfois, on pouvait couper le carême avec le temps des sucres comme tel, bref, d'aller à la cabane à sucre. Audrey-Anne Tremblay, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très, très contente, ça m'a fait plaisir. Pour conclure cet épisode, écoutons Denise Paquette. Elle aussi nous parle du temps des sucres. Entre 2 bouchées de tire d'érable, elle partage ses souvenirs de cuisine à l'époque où sa mère confectionnait des plats plus variés les uns que les autres, mais ô combien succulents.
Mon père, lui, il était habitué dans sa famille à goûter à toutes sortes de choses. Fait qu'il apportait tous les mets. Tu sais, on a mangé tous les poissons de chaque... Puis ma mère, elle savait cuisiner elle savait faire de la tête fromagée, les crotons, cuisiner les rognons. Tu sais, elle faisait du canard à l'orange pour telle fête. Tu sais, comment je te dirais bien ça? Elle essayait toujours de trouver quelque chose de nouveau, mais pas un dessert. Fait que, tu sais, je trouve que j'ai été gâtée parce que j'ai appris à manger de tout, là. Puis des choses raffinées, ben, tu sais, elle savait cuire les riz de veau. Elle savait apprêter la cervelle. On a tout mangé ça chez nous. Puis c'est mon père qui achetait ça parce que lui, il voulait en manger, puis ma mère était bonne pour les cuisiner. Et quand elle cuisinait, d'abord, elle était assez talentueuse, sa goût c'était bon. Ses épices, c'était de l'oignon, du poireau, du sel, du poivre, un peu de moutarde. Et ça s'arrêtait là. Mais elle ne faisait pas de dessert. Ça, les desserts, elle faisait jamais de gâteau. Les desserts, c'était la salade de fruits, mais tu sais, c'était surtout la viande, mais c'était toujours bon. Ah, c'est sûr que les patates pilées puis le roast beef du dimanche au soir, ça, tu peux, tu sais, avec le roast beef qui devait être rouge foncé, c'était supposé être meilleur. Mais non, c'était bon, là, mais on en a mangé des roast beef tous les dimanches au soir. Mais des recettes... Tu sais, ça commençait à faire le spaghetti italien. Tu sais, toutes ces recettes-là, là, il y a les patates pilées, ça, c'était courant, mais à part ça, puis les carottes étaient plus importantes que pas mal. Carottes, chou siem, chou, c'était ça les légumes importants. Elle faisait du ketchup maison, là, sucré, là. C'était super bon, ça. Des fois, elle a fait du pain, là, puis c'était d'ouvrage. Ah, le gâteau aux fruits pour Noël. Mais là, tu sais, c'était pas un gâteau aux fruits avec beaucoup de gâteaux. C'était surtout les fruits. Elle mettait du gâteau pour tenir les fruits, mais pas... Puis il était vraiment bon. Ça, pour Noël, fallait qu'elle fasse son gâteau aux fruits. C'était une habitude. Après ça, des fois, dans le temps de la cabane à sucre, mon père apportait du sirop d'érable. Puis là, elle nous faisait un dimanche après-midi, elle rentrait de la neige, puis elle nous faisait de la tire sur la neige dans la cuisine chez nous. C'était comme un plaisir, là, je te dirais, qu'on aimait, là, la tire sur la neige. Vous venez d'écouter le 10e épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Trait-Carré. Ça vous a ouvert l'appétit ? Tant mieux, parce que même si la saison 1 est à présent terminée, la 2e saison du balado mijote tranquillement au coin du feu. Alors restez à l'écoute et merci de nous suivre dans cette belle aventure. À bientôt!